Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième édition de la série de webinaires Back to the Future of Energy, organisée ici en collaboration avec Agoria et Wagralim, où on aborde différents thèmes qui nous permettront d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés à l'horizon 2030. Cette session-ci, donc, on va aborder les accords volontaires, les nouveaux accords de branche avec une série de partenaires. Mais donc, avant ça, on vous propose aussi de retrouver les précédentes versions, les précédentes sessions qui ont été projetées et enregistrées eh bien, sur notre site. Donc, vous avez les différents liens qui s'affichent ici à l'écran. On vous enverra évidemment par la suite également. Et on se retrouvera pour le dernier épisode de la session sur les véhicules du futur, évidemment. Donc là, on abordera la mobilité électrique avec le plan borne wallon qui est en préparation depuis de longs mois et le potentiel de déploiement qu'on a en région wallonne en comparaison avec ce qui se passe aussi en Flandre, puisque évidemment, on est dans un pays où il y a différentes choses qui avancent à différentes vitesses selon les régions et à différents niveaux. Donc, on n'a pas nécessairement du retard, mais en tout cas, on avance différemment. Et également, on abordera un sujet qui est un sujet du futur, qui est le véhicule to grid. Comment est-ce que les batteries de mobilité électrique pourront également servir bien, les services et la flexibilité à domicile ou en entreprise. Voilà, donc très rapidement, un petit agenda du secteur, des différents événements du secteur, avec un événement majeur qui se passera le 30 juin, qui est le CERAC Day, où on abordera les communautés d'énergie, le nouveau cadre des communautés d'énergie, bien, en présence du ministre de l'énergie wallon. On se verra aussi le 13 juin pour une journée sur les piscines, les établissements sportifs, pour voir un petit peu quelles sont les technologies qui peuvent répondre aux besoins de ces consommateurs énergétiques importants. Et un groupe de travail organisé le 30 mai sur l'open data, quelles sont les données qu'on pourrait pousser vers un partage mutualisé à l'échelle wallonne. Donc ça, c'est pour les informations wallonnes. Sur les événements à portée internationale, on sera évidemment à la mission princière au Sénégal fin mai. On organise début juillet une session au Sénégal et on se voit en Flandre sur l'hydrogène pour conclure le projet EMR H2 Booster que mon collègue Valère suit de très près. Donc voilà, je ne vais pas être très très long. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ces nouveaux accords volontaires que le SPOE nous fait l'honneur de présenter ici avec Pyrotech. On a, donc comme petite introduction ici, donc on a 20 ans d'expérience en accords de branche. Donc accords volontaires, c'est ce qui fait référence aux accords de branche. Les accords de branche qui sont un contrat qui est fixé, qui est conclu entre la Wallonie d'une part et les entreprises énergie intensive wallonne via la fédération d'autre part, avec une série d'obligations, d'engagements prévus du côté des industriels et du côté wallon, alors à ce moment-là, des avantages financiers administratifs octroyés qui sont devenus des avantages compétitifs non négligeables, évidemment, avec des réductions de surcharge de quotas CV et certaines dégressivités sur des cotisations fédérales offshore ou sur des axes. Ce mécanisme-là a été évalué en 2021, donc avec une série de points positifs qui ont été remontés. Je pense que Valérie en parlera mieux que moi juste après, notamment la démarche volontaire de l'initiative qui était assez intéressante comparée aux résultats qui peuvent remonter. Et il y a des limitations, évidemment. Donc, les plus grands chantiers ont été réalisés. On sent qu'il y a une restriction qui se fait dans le chef des entreprises et donc qui doit peut-être être débloqué. Et donc, c'est un peu l'objectif du nouveau décret neutralité carbone qui est passé en première lecture au gouvernement il y a quelques semaines. Et donc, les AGOE sont également en préparation pour essayer de préciser un peu tout ça, où on va essayer d'élargir le scope d'études et d'application de ces missions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par les industriels, et peut-être pas que, en élargissant également le type d'acteurs qui peuvent se joindre, en élargissant également le type de subvention qui pourrait être déployé pour ce genre d'acteurs, et notamment les communautés carbone, pardon, qui est un sujet que nous, on suit de très très près avec CERAC depuis plusieurs années, puisque évidemment, partager l'énergie entre plusieurs industriels est un modèle qui est un modèle intéressant pour nous, et on se réjouit de voir tout ça en application en janvier 2024. De ce qu'on m'a dit en off ce matin, c'était encore réalisable dans les discussions qui ont lieu pour l'instant entre les acteurs du secteur.
Donc voilà, donc ici je vais m'arrêter avec ma courte introduction. On va laisser la parole donc à Valérie Pevenage qui suit depuis très longtemps les accords de branche ou SPO Énergie, avec Grégory Tac qui a la casquette plutôt études et audit, qui est un élément important de l'accession à ces mécanismes, et Jean-Benoît Verbeek de Pyrotech parlera un petit peu aussi du côté bureau d'études, comment est-ce que l'appréhension se fait sur ces acteurs et ces nouveaux acteurs qui rentrent dans les mécanismes, notamment la SPGE et le secteur de l'eau, qui sont intéressés par ces propositions. Et donc là, nous aurons Gilles Ancet qui nous fera une présentation de l'opportunité, pour quelles raisons et pour quelles raisons est-ce qu'il souhaite se joindre à l'initiative. Donc voilà. Mon collègue Cédric prendra les questions-réponses, peut-être quelques-unes ou une ou deux après la première session. Et puis ensuite, en fin de webinaire, on prendra d'autres discussions par rapport à tout ce que vous avez. Donc, n'hésitez pas à les poser via le chat. Donc, vous avez un petit bouton de chat qui s'affiche en bas à gauche. Donc, cliquez dessus et adressez vos questions par là. J'invite aussi, évidemment, le SPW et les autres à répondre directement. Et sinon, on les prendra oralement par la suite. Voilà, merci beaucoup. Je laisse donc maintenant la parole et le floor à Valérie. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Pevenage, je travaille au SPW Énergie depuis un peu plus d'une dizaine d'années et je suis les accords de branche de seconde génération depuis pas aussi longtemps que ce que Renaud a gentiment dit. Parce que moi, je n'ai commencé qu'en fin 2019. Je crois que c'est Jean-Benoît qui maîtrise le mieux l'historique des accords volontaires avec les entreprises en tant qu'expert auprès de l'administration et du gouvernement et auprès des auditeurs et des entreprises et des fédérations depuis de nombreuses années. Alors, on va faire un petit exercice un peu complexe, c'est de vous présenter à 3 voix une petite vingtaine de slides en 30 minutes chrono. Donc, je passe très rapidement à l'agenda en 4 points. Tout d'abord, poser le cadre avec les objectifs poursuivis par le mécanisme et la présentation du cadre international et des enjeux wallons dans lequel viennent s'inscrire ces nouvelles conventions carbone. Ensuite, on expliquera le concept plus précis des conventions et des communautés carbone telles que définies par le décret qui est passé en première lecture et qui poursuit son parcours législatif. Et enfin, Grégory, mon collègue, vous présentera plus en détail la nouvelle galaxie des audits et études Amureba, qui sont la pierre angulaire sur laquelle on va construire les conventions. Alors, les objectifs poursuivis par ce mécanisme, tout d'abord, c'est d'accompagner et d'inciter nos entreprises wallonnes à s'engager dans la transition durable et à mettre en place des roadmaps pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Notre but est de maintenir, voire de développer une activité de qualité à long terme en Wallonie et de refuser la délocalisation de l'activité et l'import des matériaux et donc du CO2 afférent. Pour cela, on souhaite assurer l'implication des acteurs, de toutes les parties prenantes à ces conventions carbone, que ce soit les entreprises et leurs représentants, les auditeurs et conseillers qu'ils auront à leur côté, ainsi que les administrations et le gouvernement. On veut inscrire l'action dans la durée, puisqu'on vise la décarbonation à l'horizon 2050 avec des jalons intermédiaires, et l'objectif est de contribuer effectivement par le secteur des entreprises, qu'ils soient industriels ou tertiaires, à l'atteinte des engagements wallons en énergie et climat dans le cadre européen et dans le cadre des accords de Paris. Justement, on arrive à ces enjeux internationaux. Je crois qu'il est plus nécessaire de présenter à quiconque les rapports alarmistes du GIEC et le fait qu'il est temps de passer à l'action pour réduire l'impact que notre activité humaine a sur notre environnement et plus particulièrement sur le climat. Dans ce cadre, en 2015, les accords de Paris ont pris un engagement ferme de tenter de réduire, de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés et de viser le 1,5 degré.
on s'en approche tout doucement, donc il est temps d'agir en profondeur. Pour ce faire, en 2020, la Commission européenne a pris une loi climat qui est son engagement à viser la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et pour ce faire, à un horizon un peu plus rapproché, la première étape, c'est l'horizon 2030 avec un paquet de législation cohérente qui couvre un large domaine au niveau énergie et climat, dont l'objectif est de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Ce qui se traduit pour les entreprises énergie intensives par un objectif de réduction de 62% par rapport là à l'objectif 2005. Oui, ils ont pas, par rapport à la référence 2005, c'est pas la même référence. Et pour les non-énergies intensives, de 40%. Pour ce faire, l'objectif est de réduire les besoins en énergie de l'ordre de 34% par rapport à ce qu'ils étaient en 2005 et de couvrir ces besoins résiduels énergétiques par au moins 45% d'énergie renouvelable. Ces résultats sont en fait ont en fait été renforcés, ces objectifs ont été renforcés suite à la crise en Ukraine et la volonté de sortir de notre dépendance au gaz et aux combustibles fossiles originaires de Russie. Dans ce cadre-là, les plans de relance et résilience ont permis de booster la transition et les objectifs transitoires ont été mis pour réduire de 15% et de 10% à très court terme nos consommations de gaz et d'électricité, ce que l'Europe a réussi à faire sur les quelques mois entre le mois de mars et le mois sur la dernière année. Donc, les objectifs en CO2 dans le cadre du Repower EU, 4 piliers. Premier pilier, Energy Efficiency First, réduire nos besoins, réduire notre consommation. Deuxième pilier, diversifier les sources d'énergie et les décarboner. Troisième pilier, accélérer la transition énergétique et tout cela grâce à des plans d'investissement intelligents. L'objectif, moins 55% de CO2, moins 25% de la consommation d'énergie finale par rapport à 2005 et 45% d'énergie renouvelable, dont un objectif de croissance de 1,6% par an spécifique au secteur industriel. Je vais passer la parole à Jean-Benoît pour vous présenter le lien entre le passé wallon et nos objectifs futurs. À toi, Jean-Benoît. Merci Valérie. Alors, très, très rapidement, donc en fait, les accords volontaires en fait ont une très grande histoire en Wallonie puisqu'en fait ils ont démarré dès 1999. On est donc à la fin de la deuxième génération. Vous voyez sur ce graphique-ci en fait l'évolution des émissions de CO2 sur la gauche en Wallonie, donc qui sont des données issues de l'AWAC, l'Agence wallonne pour l'air et le climat. Donc qui reprennent l'évolution des émissions de CO2 en absolu en Wallonie depuis 1990 jusqu'à 2021. Et vous voyez qu'en fait, ces émissions de CO2, effectivement, sont en réduction. Donc, on a une réduction de l'ordre de 38% par rapport au total et de 41% si on fait un focus sur la partie industrielle, c'est-à-dire les courbes oranges. On se rend compte, et on ne va pas se cacher ou se masquer l'information, qu'une partie de cette réduction des émissions de CO2 est très clairement liée, en tout cas, à une réduction de l'activité, comme on le voit sur le petit pic aux environs de 2008. Et c'est bien entendu un mécanisme qu'on ne cherche pas à poursuivre ou à reproduire. Et donc, les accords volontaires s'inscrivent très, très clairement, eux, dans non pas la réduction des émissions ou des énergies, mais bien l'amélioration de son efficacité de ces émissions, c'est-à-dire finalement le fait
à niveau d'activité constant, de bien pouvoir réduire. Alors, à la droite du graphique, vous avez bien sûr, à ce moment-là, les objectifs tels qu'ils sont définis au niveau du plan Air, Climat, Énergie de 2023. Ces objectifs se décrivent en 3 catégories, le CO2, l'énergie et les énergies renouvelables, comme l'a rappelé Valérie dans le contexte européen. En CO2, un objectif de moins 55%. Et de moins 62% pour les entreprises ETS. Je rappelle que ce sont les entreprises qui sont soumises à déclaration des émissions de CO2 et la plupart d'entre elles qui reçoivent en tout cas des quotas gratuits. Pour la partie énergie, on a moins 29% par rapport à 2005 et pour la partie renouvelable, moins 29%. Donc, ces pourcentages sont finalement que des pourcentages, bien sûr, et mettent surtout en évidence le fait de savoir, ben, OK, on est à moins 38% actuellement en CO2, un objectif de 55%, tout ça a l'air finalement encore tenir la route, mais est-ce que réellement on est dans de l'amélioration ou, comme on l'a dit dès le départ, dans une simple réduction? Alors, le slide suivant nous montre le mécanisme de l'accord de branche. Que l'on rappelle, donc des accords de branche de 2014 à 2023, qui est un mécanisme, ce sont des conventions environnementales d'amélioration en énergie et en CO2 qui ont été signées entre les autorités et les différents secteurs industriels qui sont représentés de manière générique sur le graphique de droite. Et ces fédérations industrielles regroupent elles-mêmes finalement toute une série d'industries dans leurs membres pour un nombre total de 235 entreprises en 2021. Alors, vous voyez finalement dans ce mécanisme-là qu'on a un mécanisme dans lequel on représente de l'ordre de 36 TWh. Pour dire les choses simplement, c'est de l'ordre d'un tiers de la consommation de l'énergie wallonne, c'est-à-dire environ 90% de la consommation des industries wallonnes. Donc, vous voyez que le mécanisme est assez représentatif finalement du secteur industriel wallon dans son ensemble. Il est assez représentatif également sur la diversité des entreprises, puisqu'on reprend à la fois des entreprises du secteur, pour en reprendre quelques-unes, hein, donc en bleu la chimie, enfin en bleu foncé la chimie, ou le secteur papetier en bleu plus clair, le secteur de tout ce qu'on a appelé l'industrie minérale, en tout cas Stones ici dans le graphique, qui sont à la fois les cimentiers, les chaufourniers et les carrières. Vous avez la sidérurgie, bien sûr, vous avez les verriers, vous avez les industries technologiques, les industries agroalimentaires, les industries... bon, enfin, voilà. Donc, vous avez vraiment un grand panoplie, donc une grande représentativité, une grande diversité dans ces accords volontaires. Quels sont les résultats, du coup, de ces accords volontaires de deuxième génération? Vous les voyez sur ce graphique-ci qui s'exprime à la fois en énergie et en CO2, puisque les accords de branche de deuxième génération sont des accords engageants en termes d'énergie et de CO2. En vert, vous avez la partie énergétique et en CO2, la partie CO2. Comment est-ce qu'on interprète ces graphiques-ci? On voit que sur la période 2005-2021, puisque c'est les derniers résultats qui ont été communiqués actuellement, donc, vous avez non seulement un objectif, mais également un résultat. Alors, l'objectif, il est en pointillé ou en ligne pointillée et droite, hein, que vous voyez, donc à 14% pour la partie énergétique, à 18,8%, donc 19% pour le CO2. Et vous voyez qu'en fait, les résultats, à partir de 2014 où c'est monitoré, en réalité, il y a un monitoring qui a été fait de 2005 à 2013, mais sur les accords de branche de première génération qui ne sont pas représentés sur ce graphique-ci. Et vous voyez qu'en fait, les résultats actuellement sont pratiquement à l'objectif. Ce que l'on peut également mettre en évidence dans ce graphique-ci, c'est l'évolution, c'est-à-dire le fait d'arriver à 14% en à peu près 14-15 ans. Et donc, en fait, vous voyez que, enfin un peu plus, hein, 2005, 2023, 18 ans. Et donc, vous voyez que ça représente une amélioration de l'ordre de 1% par an en énergie et de 1,5% en CO2. Cette amélioration n'est évidemment pas linéaire comme le montrent les courbes asymptotiques.
je vais prendre le relais pour faire le lien entre les résultats à gauche des accords de branche de deuxième génération tels que connus après l'année 2021. Donc, moins 18,5%, 1,5% d'amélioration par an en CO2. Dans le cadre du REPowerEU et du Fit for 55, les objectifs européens demandent d'atteindre en CO2 moins 62%, avec une pente annuelle de l'ordre de 2,5% par an. On se rend compte qu'il faut doubler, voire tripler les résultats pour atteindre l'objectif 2030. En efficacité énergétique, un résultat d'une diminution de l'intensité de 14% avec une pente d'1% par an, qui devra, pour répondre aux objectifs européens, tendre vers 25% et avec une pente de quasiment 2% par an, là aussi, x2 dans l'effort à réaliser. Et pour le renouvelable, nos entreprises actuellement, le renouvelable est un indicateur, c'est mal un indicateur, je veux dire un objectif indicatif, un indice indicatif que se fixent nos entreprises en accord de branche. Elles ont atteint 16% de leur énergie consommée renouvelable dans les ADB2. Il leur faudra atteindre dans la prochaine génération 45% avec une pente, une progression annuelle de 1,6% par an. Alors, comment est-ce comptons-nous pouvoir atteindre ces résultats? Le cadre juridique a été inscrit dans le décret neutralité carbone qui est passé il y a 1 mois et demi en première lecture au gouvernement, qui est en cours de consultation et qui va être amendé avant de passer pour une deuxième lecture. Ce décret définit les concepts novateurs de communauté carbone. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une communauté carbone? C'est une association d'entreprises ou de leurs unités d'établissement au sens économique qui sont désireuses de s'engager ensemble dans une convention carbone et qui seront regroupées ensemble dans un périmètre soit géographique, soit suivant une chaîne de valeur, soit au sein d'un secteur économique. Donc, la génération précédente, c'était uniquement un regroupement, une mutualisation des efforts au sein d'un secteur économique par les fédérations. Ici, on ouvre la possibilité à des communautés qui seraient orientées sur un bassin géographique, un zoning industriel où des voisins mutualisent leur énergie fatale pour qu'elle soit réutilisée par le voisin ou investissent ensemble dans une éolienne ou un autre équipement renouvelable partagé, ou alors pour des entreprises qui s'engagent avec leurs fournisseurs et ou leurs clients à plus de circularité. Quelles sont les conditions posées pour former une communauté carbone? On a fait light, on a fait simple. La première condition est de disposer de la personnalité juridique pour assumer les responsabilités de coordination qui seront prises et de représentativité qui seront prises par ces communautés carbone. Le fait qu'elles aient reçu un mandat de représentation par ses membres et également, pour une simple raison d'arriver à gérer la charge administrative, des critères de taille minimale que l'on fixe à un certain seuil pour le début de la prochaine période et qui pourra éventuellement être revu vers le bas dans le futur en fonction de notre acquisition d'expérience dans la gestion du mécanisme. Le deuxième concept, c'est la convention carbone. Donc les conventions carbone, c'est le contrat signé entre le gouvernement et chacune des communautés carbone afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des membres de cette communauté. Ces gaz à effet de serre sont à la fois les gaz émis par les process émetteurs de gaz à effet de serre, émis par toutes les consommations d'énergie, qu'elles soient de combustion ou d'électricité, donc d'origine fossile, et
en les améliorant via le recours à des renouvelables. Donc, les conventions carbone, quels sont les objectifs que se fixe la convention? Qu'est-ce qui fait partie? Quel est le corps principal du contrat entre la communauté, ses membres et le gouvernement? C'est tout d'abord d'établir une vision de décarbonation avec une trajectoire crédible à l'horizon 2050 pour atteindre la neutralité et de se fixer des jalons à l'horizon 2030 et 2040. Pour cela, il y a besoin d'élaborer une roadmap ambitieuse et au moins un scénario crédible. Il faut établir un plan d'action exhaustif et de qualité, de prendre un premier engagement sur une première série d'actions qui sont fermes et qui détermineront l'objectif, mettre en place le système de monitoring et de modélisation pour avoir des indicateurs fiables qui permettent de voir les progrès vers cet objectif qui a été fixé. Dans la première période de l'engagement, les pistes identifiées comme ayant du potentiel, mais étant conditionnées à des approfondissements d'études, de technicité ou de financement, seront investiguées dans le cadre d'études à mur et bas pour pouvoir être activées dans un deuxième engagement à mi-parcours qui permet d'activer le potentiel et de prendre les mesures correctives si l'on constate un dérapage sur la trajectoire par rapport à l'objectif fixé. Je repasse la parole à Jean-Benoît pour qu'il vous présente plus en détail comment ceci se construit sur base de tout ce qui est disponible au niveau études et audits dans le cadre d'Amureba et conformément aux normes internationales en vigueur. À toi, Jean-Benoît. Alors, donc les conventions carbone, ou la convention carbone en tout cas, se veut nettement plus qu'un audit énergétique. Ça veut dire qu'elle va s'inscrire dans un système de management du carbone qui est un peu un parallèle au système de management de l'énergie qui est bien connu des entreprises, en tout cas dans l'ISO 50001 ou les MAS. Et donc, en fait, ce système de management en fait, est basé fondamentalement sur une amélioration continue avec toute une série de principes qui vont depuis l'implication de la direction jusqu'à la réalisation du plan d'action. Alors, les 3 points que l'on a voulu mettre en évidence dans cette présentation-ci sont d'une part, évidemment, cette notion de road mapping dont Valérie a parlé, c'est-à-dire une vision de management bas carbone à l'horizon 2050 qui doit se retrouver dans la convention, bien sûr, et qui se concrétise par un plan d'action qui, lui, va être sur une période beaucoup plus petite, donc 8 ans, que l'on a illustré par le cycle à droite, hein, donc un cycle d'audit, 2 audits globaux tous les 4 ans pour répondre en tout cas à une législation européenne et des audits de suivi chaque année pour suivre les résultats et pouvoir prendre les actions nécessaires, non seulement en termes de correction des modèles, mais également en termes de révision de l'objectif d'amélioration. Et donc, en fait, ce plan d'action se seront basés sur 2 cycles Amureba que Grégory aura l'occasion de nous expliquer un petit peu plus en détail. Et bien sûr, au niveau des actions, on va déterminer, comme l'a dit Valérie, 2 types d'actions, des engagements fermes avec un potentiel accessible et faisable, et un potentiel conditionné pour les ruptures et qui permettra justement de relever l'ambition au-delà de simplement un audit énergétique qui viserait à identifier et à mettre en place que ce qui est immédiatement faisable et possible.
Voilà, le concept des conventions carbone, en fait, va s'organiser autour de cette trajectoire et on le voit au cœur de notre union, là, hein, qui est la neutralité carbone. C'est bien la trajectoire que l'on vise et qui s'inscrit directement dans les premiers audits. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver peu à peu, c'est l'entreprise connaît sa trajectoire, elle connaît sa destination et elle choisit son chemin pour y arriver. Concrètement parlant, il y aura donc le suivi de 3 indices de performance, hein, les 3 KPI, donc un pour l'énergie, un pour les émissions de CO2 et un pour le renouvelable. L'indice énergie est un indice qui va être très similaire à l'indice des accords de branche deuxième génération. L'indice d'émission de CO2 est un indice, lui, qui est assez nouveau, qui est un indice de monitoring de l'intensité carbone des énergies, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à utiliser des combustibles ou de l'électricité de moins en moins carbonée, et un indice renouvelable, qui est un indice qui va monitorer évidemment la production d'énergie renouvelable pour l'entreprise. Tout ça, en fait, va s'organiser autour d'un passage à l'action et on l'a bien vu, l'accord de branche 2 était un accord où on a pas mal identifié les actions et pas mal cartographié les énergies. On va aller nettement plus loin, justement, en mettant en œuvre un passage à l'action. Alors, le passage à l'action va être pour toutes les entreprises, mais avec une spécification pour les électro-intensifs. Et ça, c'est lié aux aides d'État qui donnent un système ou des régimes particuliers, en tout cas pour les électro-intensifs, on ne va pas en parler, beaucoup en tout cas à cette présentation. Mais pour tous, il y a non seulement des incitations sur la réduction de quotas de certificats verts, c'est-à-dire finalement une réduction de la facture électrique grâce à l'exonération, en tout cas sur la partie quota. Il y a la mise à disposition de ressources supplémentaires via Amureba, des auditeurs, des audits et des encadrements qui vont pouvoir se faire, comme dans l'accord de branche, des aides à l'investissement, donc les aides UDE qui vont en fait être renforcées, des appels à projets pour activation de potentiel de rupture, ce que l'on pourrait en fait identifier comme le parallélisme des UREBA exceptionnels qui ont été faits, mais ce sont donc des appels à projets sur des thèmes bien particuliers et qui permettraient alors des financements bien particuliers dans des transitions qui ont été décidées. Et enfin, et non pas le moindre, des financements complémentaires dans lesquels on va utiliser les structures existantes en région wallonne, dont la Wallonie entreprend étant la principale, qui permet justement le financement de passage à l'action de ces projets de rupture dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, je laisse la place à Grégory pour expliquer Amureba. Bonjour à tous. Tu peux changer de slide? Voilà, donc Amureba, c'est la fusion en fait des 2 dispositifs existants aujourd'hui que sont Amur et Ureba. Donc au niveau du nom, on n'a pas souhaité avoir un grand changement et rester dans une continuité. Par contre, les changements sont nombreux et assez fondamentaux dans le sens où le premier point, c'est qu'on souhaite unifier l'ensemble des bénéficiaires au sein d'un même dispositif, notamment pour des facilités au niveau des prestataires qui auront une seule méthode pour introduire une demande, pour la liquider et toutes les étapes administratives qui y sont liées. Mais aussi, on va créer énormément de liens entre ce dispositif et les données récoltées et les demandes de subventions ou d'aide ultérieures. Sachant que le travail réalisé dans le cadre d'Amureba pourra servir de justificatif pour des demandes de subventions, des demandes d'aide. En termes de finances, les taux seront revus de 75% pour tout le monde, que l'on soit hors TVA ou TVA comprise. Donc, c'est-à-dire que ce sera 75% du coût, mais avec quand même un plafond qui sera adapté en fonction du type de bénéficiaire. Donc, ça reste très similaire en fait au système chèque énergie qui est actuellement en cours via la plateforme des chèques entreprises. On rentre vraiment l'intégralité des bénéficiaires dans ce modèle avec un système de quote-part qui en fait consiste à un paiement anticipé du bénéficiaire
qui ne sera pas forcément appliqué sur toutes les thématiques, notamment pour des raisons de marché public, mais qui permet aux bénéficiaires, en tout cas, d'acheter ce fameux chèque, de faire un premier versement auprès du SPOE, et ensuite, une fois que la prestation est clôturée et validée par tous, c'est le SPOE qui paye directement le prestataire, donc le bureau d'études, l'auditeur, via la subvention et la quote-part. Et donc, n'est à charge au final du bénéficiaire, en dehors de sa quote-part, que la partie TVA. Grande nouveauté, les grandes entreprises qui ne sont pas en accord de branche auront quand même accès à des subventions, sachant qu'aujourd'hui, elles n'ont accès à strictement rien au niveau des audits des études. Donc, cette fois-ci, on a décidé de les réintégrer, évidemment avec un taux d'intervention moindre et un accès à moins d'audits et moins d'études, en fait, même pas aux audits, mais exclusivement aux études, que je détaillerai juste après. Point d'importance aussi qui est déjà bien connu des utilisateurs de la plateforme Chèque, c'est les délais de rigueur. Un dossier de demande pour la réalisation d'une prestation sera validé dans les 5 jours ouvrables, et la liquidation du paiement, donc entre le moment où la facture sera déposée auprès du SPOE et le moment où les fonds seront versés au prestataire, il y aura un engagement de 30 jours. Ce qui, on espère, apportera beaucoup plus de facilité, de fluidité et de visibilité aux différents acteurs du secteur et permettra donc un renforcement global du dispositif. Est-ce que tu peux changer de slide? Oui, et donc, inévitablement, l'accès aujourd'hui pour les bénéficiaires AMUR via Mon Espace sera supprimé, vu que tout sera rapatrié dans Chèque Énergie. Tu peux skipper. Alors, tu peux encore faire un clic parce que visiblement, il y a un truc qui est une animation non souhaitée qui a été transférée. Non. Donc, bon, dans le nouveau dispositif Amureba, vas-y, fais-en plusieurs. Voilà, merci. Dans le nouveau dispositif Amureba, non. Il y a toute une série de nouvelles études qui vont être proposées. Évidemment, on garde les anciennes, mais on en rajoute d'autres. Donc, on garde évidemment la notion d'audit global, on garde la notion d'audit de suivi annuel, qui sont déjà bien connues des entreprises en accord de branche. On garde la notion d'audit partiel. La notion d'étude de préfaisabilité disparaît au profit de la notion d'étude de faisabilité, donc qui demande d'aller plus loin et de manière plus précise dans le projet. Par contre, vont venir se greffer l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sera un subventionnement destiné à permettre l'accompagnement par un auditeur du bénéficiaire dans le cadre de la réalisation des travaux. Ça va concerner des clauses techniques des cahiers des charges, la présence à des réunions de chantier, l'analyse d'offres, la réception provisoire et définitive, donc toute une série d'étapes qui sont cruciales pour la performance à long terme d'un projet et qui sont ici, seront partiellement financés. Et ensuite, l'audit de suivi performantiel qui va permettre, une fois que le projet est en place, de pouvoir faire un contrôle de sa performance et de valider que c'est bien conforme à ce qui avait été défini précédemment. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ces nouveaux audits qui sont, comme vous le voyez, arrangés sous forme de cycle, avec l'audit global qui sera un préliminaire obligatoire pour avoir accès aux autres études, sauf dans le cas des bénéficiaires publics et des organismes non commerciaux qui, eux, auront directement accès en fait, à l'audit partiel bâtiment. Ils n'auront pas accès à l'audit global, auront accès à l'étude de faisabilité et à l'audit de suivi de performance. Donc, les personnes de droit public et les organismes non commerciaux n'auront pas accès à l'audit global, n'auront pas accès à l'assistance à maîtrise d'ouvrage ni à l'audit de suivi annuel. Ceci dans une question de cohérence avec le nouvel AGOE UREBA donc qui a été pris au mois d'octobre de l'année dernière. Une autre nouveauté, c'est l'audit de potentiel énergétique. Et donc là, on s'inscrit vraiment dans le cadre des communautés carbone et des futurs accords volontaires, puisque c'est une étude qui va permettre d'analyser les besoins et les ressources disponibles sur un territoire ou sur un patrimoine de bâtiments ou sur un pool de consommateurs et de producteurs qui souhaitent s'organiser en communauté. Et donc, voilà, ça va permettre de faire les études préliminaires, toutes les analyses nécessaires pour vérifier la viabilité et la pertinence d'une telle communauté. Et enfin, on a toujours, pour les organismes représentatifs d'entreprises, l'encadrement et le suivi d'un accord de branche et les actions visant à améliorer l'efficacité énergétique d'un secteur. Ça reste exactement la même chose que ce qu'on a actuellement dans AMUR. Une autre nouveauté assez importante, c'est que l'on va travailler sur des cycles de 4 ans. Et donc, la plupart des pièces et des documents, notamment audit, auront une durée de validité de 4 ans, ce qui forcera à réactualiser
les plans d'action. Et donc, évidemment, après 4 ans, il ne sera pas demandé de refaire forcément un audit complet, mais en tout cas, systématiquement, de réactualiser les informations prises et le plan d'action de l'entreprise. Valérie, si tu peux skipper. Je m'excuse, je vais assez vite, mais je vois le chrono qui défile. Je serai disponible après s'il y a des questions. Valérie, tu peux skipper le slide, s'il te plaît? Merci. Donc, autres points qui vont changer, notamment pour les prestataires, donc les auditeurs, il y aura 2 grandes séries de compétences, les généralistes qui auront accès à l'audit global dans le cadre du tertiaire ou de l'industrie, donc 2 types de généralistes, ça c'est un de trop. Si tu peux revenir en arrière. Merci. Je suis désolée, tu as visiblement un délai par rapport à ce que moi j'affiche et donc tes consignes, je n'avais pas compris. Et donc, nous aurons en plus des généralistes, des spécialistes qui, eux, seront plus attachés à tout ce qui est audit partiel, études de faisabilité, assistance à maîtrise d'ouvrage, études de performance, avec toute une série de nouvelles compétences plus précises et plus en lien avec les secteurs actuels et qui seront détaillés au besoin. Pour avoir un agrément, il y aura la possibilité, évidemment, toujours comme actuellement, de remettre des rapports, mais aussi de faire valoriser l'expérience lors de formations, voire lors de missions réalisées dans d'autres régions, et aussi des certifications. On souhaite vraiment dans le dispositif favoriser et encourager la collaboration entre les différents auditeurs qui ont des compétences et des niveaux d'expertise différents pour améliorer la qualité générale en fait, des audits et surtout du délivrable qui est remis au bénéficiaire final. En termes de méthodologie, elle est en cours d'écriture. On arrive quand même déjà à… je ne vais pas dire qu'on est sur la fin, mais il y a déjà énormément de choses qui sont définies. Le contenu des rapports sera d'une certaine manière cadré sous forme d'une table des matières, d'un template pour s'assurer d'avoir toujours la même structure, donc d'avoir une visibilité, une lecture simplifiée, peu importe l'auditeur qui réalise la prestation. Et autre point très important, les données évidemment non personnelles des audits pourront être utilisées de manière agrégée à la fin de réaliser des statistiques que la Wallonie doit faire vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis aussi du public, où nous pourrons à ce moment-là commencer à faire un peu plus d'informations, de communication sur base des résultats, des trajectoires, des potentiels d'amélioration. Ces informations nous serviront évidemment aussi à mieux orienter et améliorer les différentes politiques énergétiques en cours sur la Wallonie. Je ne sais pas, Valérie, tu sais encore passer? Petit délai. Bon, moi j'ai toujours pas de changement. Il ne restait plus grand-chose de toute façon. Bon, je n'ai pas de nouveau slide, hein, donc je suis coincé sur le slide. Voilà, ils vont arriver, les voilà. Il est là, il est là. Il est là, voilà. Donc, l'intérêt de ce nouvel audit et étude, pour les bénéficiaires, il sera vraiment très orienté vulgarisation et apporter une compréhension la plus évidente possible pour les décideurs. Mettre en avant les actions les plus rentables et vraiment faire en sorte que ça soit de la responsabilité de l'auditeur de faire de proposer des actions concrètes et un plan cohérent d'ensemble, pas juste de mettre sur la table plusieurs options et de laisser aux bénéficiaires seul la possibilité d'analyser ce qui est plus pertinent pour lui. Tous ces audits et études, évidemment, seront aussi des aides pour faciliter le financement ultérieur. Tout ce qui est marqué ici sur le slide, vu qu'on est short en temps, je ne vais pas le dire, mais je l'ai déjà dit grosso modo précédemment. Et évidemment, je reste à votre disposition pour toute question relative à ce futur dispositif. Dernier point, je confirme donc ce que Renaud a dit précédemment. Nous aurons, normalement, ce dispositif sera actif à partir du 31 janvier 2024 pour l'ensemble des entreprises et à une date ultérieure et encore non fixée pour les organismes de droit public et les organismes non commerciaux. Car nous avons une série d'éléments juridiques à mettre en place, notamment pour être dans le respect de la loi des marchés publics. Et donc, ils font qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore annoncer une date, mais ce sera le plus rapidement possible. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci. Merci à vous trois pour la clarté de la présentation et le respect du timing. Je vais prendre deux questions. J'ai aussi une question par email.
Donc, c'est plutôt un commentaire de Jean qui mentionne la difficulté de faire activer un plan plutôt macro au niveau micro finalement. Donc, quand on voit la proposition sur des projets, notamment petites éoliennes, qui sont toutes refusées au niveau des villes et communes, on voit qu'il y a c'est pas corrélé entre finalement l'objectif ici et l'objectif qu'on peut retrouver, ou en tout cas les éléments décisionnels au niveau politique ou en tout cas au niveau local. Donc, je vois que Valérie, tu veux répondre vu que tu as mis la main. Je vais essayer de répondre à Monsieur de Cambry. Je crois que nous sommes tous bien conscients du fait que les enjeux nous concernent tous, qu'on est tous prêts à s'engager, mais que malheureusement l'être humain reste à un certain moment fortement attaché à ses prérogatives et que donc effectivement le NIMBY reste quelque chose qui n'est pas facile à faire passer. L'Europe est particulièrement consciente des enjeux pour diminuer notre dépendance énergétique aux combustibles fossiles, principalement d'origine russe. Et l'objectif est donc bien de mettre en place tout un système de procédures pour accélérer ce permitting. Dans le cadre des communautés carbone et des conventions carbone, donc on a tous vu qu'il allait falloir faire un effort x2 à x3 par rapport à l'effort du passé pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. La clé pour y arriver est principalement la compétence des gens qui préparent les dossiers, qui peuvent mettre en exergue les actions requises pour activer ces plans d'action. Et donc, il y aura de l'encadrement pour aider à monter des dossiers, pour accélérer les permittings. Donc, le droit de recours est un droit que nous ne pourrons pas supprimer, mais on va essayer en tout cas de faciliter. Et la directive sources d'énergie renouvelable, qui vient d'être votée au Parlement le mois passé, au Parlement européen, entre le Parlement européen et le Conseil européen, qui va bientôt être publié, a un de ces articles qui vise justement l'accélération et la simplification des permittings au niveau renouvelable. Donc, j'espère que la communauté carbone et que le cadre européen vont permettre d'accélérer un peu tout ça. Merci Valérie, même si c'est évidemment c'est pas votre domaine d'application, donc c'est difficile de répondre. C'est la difficulté des acteurs de terrain d'être. Évidemment, c'est frustrant pour tout le On monde. travaille main dans la main avec nos collègues de l'environnement et des permis au niveau du territoire pour développer cela, puisqu'on est bien en train de parler d'une compétence énergie, donc c'est des compétences partagées. Oui, tout à fait. Le corollaire, c'est aussi les permis en électrification, les grands projets qui permettraient d'amener de l'électricité renouvelable, de l'offshore pour arriver aux industries. On a besoin pour ça que des permis passent. Et donc, on voit la difficulté de faire sortir certains grands projets d'infrastructure. Et pourtant, c'est un des chemins possibles. Puisque si on reprend les trois grands chemins, l'électrification, on est dépendant quand même beaucoup d'investissements dans le réseau et l'entreprise peut être parfois calée par rapport à ça. L'autre chemin, c'est les carburants de synthèse, hydrogène. Là, il y a un problème aussi pour le moment de certification. Comment certifier le fait que ce que vous allez amener dans votre processus est renouvelable ou pas? Ça, c'est une grande question. Et la troisième, et ça, c'est une question qu'on avait, c'est sur le CO2. C'est le troisième grand chemin. Donc, on voit que les accords de branche ont évolué sur l'efficacité énergétique, l'énergie renouvelable. Maintenant, on sort de l'usine en tant que telle et on parle de communauté. Donc, on voit l'évolution des trois accords finalement. Une des grandes évolutions à venir, c'est l'utilisation du CO2 comme vecteur. Et ça, est-ce que actuellement, un projet de CCU, par exemple, qui utiliserait du CO2 pour une autre application, comment est-ce qu'on le considère actuellement dans les objectifs? C'est une question qui est, à mon avis, complexe à répondre, mais c'est une question que je voulais poser.
le fait de capturer et de séquestrer le Séquestrer, carbone, non, d'utiliser. d'utiliser, Séquestrer, je comprends bien que le CO2, il part. C'est beaucoup plus facile. D'utiliser, CCU. normalement, ça devrait permettre de réduire les émissions de l'entreprise. Donc, l'objectif des communautés carbone, c'est de mutualiser les moyens et les ressources pour pouvoir activer justement des plans d'infrastructure et des plans comme celui-là. Donc, c'est quelque chose qui va faire baisser l'indice émission de la communauté. Parce que oui, on a un grand projet d'un fabricant de chaux qui va qui va capter son CO2 et qui va les réutiliser pour un fabricant d'acier sous forme d'iméthane. C'est quoi le bilan CO2 de ces deux entreprises après? Ben, pour nous, en fait, c'est justement la valeur ajoutée de la communauté carbone, c'est-à-dire que l'objectif dans ce cas-là est de faire rentrer dans la même communauté à la fois les deux entreprises, celles qui, en fait, qui ensemble permettent l'amélioration. Donc, pour éviter justement de se dire si c'est le producteur, le consommateur, etc., ils font partie de la même communauté et ensemble, ils réduisent les émissions de CO2. Ok, Et c'est donc la communauté qui réduit et pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble, la ouais. communauté. Donc une communauté, c'était une question que j'ai reçue par email. Qui peut créer une communauté? Ça peut être deux entreprises. À condition d'avoir une taille critique. Alors, quand on parle justement des entreprises dont tu parles, elles sont des grosses consommatrices et des grosses émettrices parce que notre objectif, on est une petite équipe dans l'administration à faire tourner ce genre de mécanisme. Pour l'instant, on a 14 fédérations, 230 entreprises. Le concept de convention carbone ne pose aucune limite et est ouvert et accessible à toute entreprise sous la forme de conventions, mais on ne va pas savoir gérer 500 conventions qui débarqueraient parce que la gestion du mécanisme à ce moment-là serait beaucoup trop lourde. Donc on va mettre des critères. Il y aura des critères de taille et de pas forcément de nombre de participants, mais basés sur les émissions de l'ensemble de la communauté, basés sur la consommation de l'ensemble de la communauté, etc. Ok, donc il pourrait avoir, si un même modèle peut se répliquer, on pourrait avoir une agrégation de 2-3 modèles de type CCU slash e-méthane, trois zones en Wallonie. Ça crée une communauté qui discute avec vous et qui fait un accord. On n'est pas rentré à ce point-là dans le détail. Là, tu vois, c'est quelque chose auquel il faut qu'on réfléchisse. Si c'est parce que la réplicabilité ne sera pas, à 100 à chaque fois, donc il faudra voir comment on arrive à le gérer. Mais l'objectif, c'est effectivement d'avoir des solutions qui font tache d'huile et de la mutualisation. Donc Ouais, ouais. on trouvera des solutions pour essayer de répondre, en tout cas, à ce genre de demande. Très bien, merci. Bah, ça Après, ouvre, il faut qu'on se fasse son expérience aussi, hein. bien sûr. On a un concept et puis peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des points où le concept, il va falloir qu'on adapte et qu'on évolue. Heu, mais bon, si on ne se lance pas à l'eau, on ne pourra pas s'améliorer. L'objectif, c'est de demander aux entreprises et aux communautés participantes de rentrer dans une, stratégie d'amélioration continue. L'accompagnement qu'on veut en faire, idem. Exact. Donc, ça fait le lien avec la présentation suivante, puisque des secteurs potentiels, il y a de nouveaux secteurs qui pourront rentrer dans ce type d'accord. Et donc, on va avoir justement une présentation sur un secteur potentiel. Renaud, je te donne la parole. Oui, merci. Merci Cédric. Effectivement, donc, je pense qu'il y a plein de questions qui se posent. On en reçoit aussi nous par email en parallèle. Ce serait intéressant peut-être qu'on puisse les adresser par la suite aussi pour créer un échange et peut-être se retrouver un peu plus tard, puisque tout n'est pas encore fixé. Évidemment, c'est un cadre qui est en train d'être défini et dans les mécanismes aussi, etc. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. C'était un exercice assez compliqué, je pense, mais vous avez bien réussi à donner en tout cas l'envie d'en savoir plus. Donc,
nouveaux accords de branche, nouveaux types d'acteurs qui peuvent rentrer dedans, nouvelles méthodes, nouveaux mécanismes. Et donc, dans les types d'acteurs, effectivement, il y a le secteur de l'eau avec la SPGE qui est intéressé. Et donc, nous avons ici eh bien, Gilles Ancet qui va nous parler des opportunités pour eux, donc pour la SPGE, de rentrer dans ce mécanisme-là. Et donc, Gilles, si tu es là, je te laisse, on te laisse le floor. Bonjour à tous. Voilà, je vais partager mon écran. C'est parfait. Vous voyez. Parfait. Ben voilà, bonjour, je m'appelle Gilles Ancet, je travaille au service exploitation de la SPGE. Je travaille sur des projets d'audit d'efficacité énergétique, de bilan carbone, et je vais vous parler de l'opportunité de création d'une communauté carbone pour le secteur de l'eau. Et par la même occasion, vous présenter un peu le secteur de l'eau, étant donné que les participants sont assez hétéroclites. La mission de la SPGE, donc la Société publique de gestion de l'eau, c'est d'assurer la coordination, le financement du secteur. Elle s'occupe de l'assainissement des eaux usées et de la protection des captages d'eau potable. Alors, depuis le début des années 2000, la SPGE a investi près de 4 milliards d'euros, permettant à la Wallonie d'atteindre des standards européens en matière d'équipement. Le taux d'équipement, par exemple, en station d'épuration est passé de moins de 40% au début des années 2000 à maintenant plus de 90%. Et ce sont approximativement 500 prises d'eau potable qui bénéficient d'une zone de protection délimitée. Donc après en effet, la présentation plus théorique de ce nouveau décret carbone qui va être implémenté, je voulais ici vous montrer une petite approche qui est un peu terrain et partager certaines réflexions et certaines démarches pour diminuer nos émissions. Parce que le décret a une approche émissions et plus uniquement liée aux énergies consommées. Et puis, je finirai par 2 slides sur l'intérêt de création d'une communauté d'énergie pour le secteur de l'eau. Et avant cela, je voulais vous parler, avant de parler des acteurs, de vous présenter les acteurs du secteur de l'eau, je voulais vous parler du cycle de l'eau et du lien fondamental avec le dérèglement climatique. Je suis passé au slide suivant, j'espère que vous voyez toujours le déroulé des slides, tout va bien. Donc, le cycle de l'eau, bon, c'est le processus naturel par lequel l'eau passe d'un déversoir à l'autre, alors sous forme liquide, solide, gazeuse. On voit différentes étapes, on connaît les étapes principales. La première, c'est l'évaporation, l'eau qui s'évapore sous l'effet de la chaleur du soleil. La deuxième, c'est la condensation. Donc, la vapeur d'eau s'élève dans l'atmosphère, se refroidit et se condense pour former des nuages et puis des précipitations. Et puis, une troisième étape, c'est le ruissellement et l'infiltration. Donc, ces eaux, une fois qu'elles précipitent sur le sol, elles peuvent soit atteindre des masses d'eau de surface, ou soit une partie est infiltrée dans les sols et devient de l'eau souterraine. C'est ce qu'on appelle la recharge des nappes d'eau souterraine. C'est le processus principal qui nous permet d'assurer une pérennité de la ressource. Il faut évidemment favoriser l'infiltration de cette eau. Or, malheureusement, l'action anthropique fait l'inverse. Donc, la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre. On n'en parle pas souvent. Quand on prend son pouvoir de réchauffement et on le multiplie par sa quantité dans l'atmosphère, la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre. On entend les scientifiques qui parlent de 60 à 80% de l'effet de serre lié à cette vapeur d'eau. Donc, évidemment, on a 2 facteurs aggravants. Plus il fait chaud, plus on a de l'évaporation et plus l'air peut maintenir un taux d'humidité avant la condensation. Ça, c'est le premier facteur aggravant. Le deuxième, c'est depuis qu'on connaît les techniques de forage, eh bien, on libère
des quantités d'eau supplémentaires qui étaient préservées depuis des millénaires. Alors, la conséquence, c'est que le cycle de l'eau, il se dérègle et on a une évaporation, condensation qui est de plus en plus rapide. On connaît évidemment les cycles d'inondation, enfin les problèmes d'inondation qu'on a vus en 2021. Donc, le carbone, le CO2, c'est un facteur qui dérègle le climat, mais il faut évidemment décarboner. Mais le dérèglement du cycle de l'eau, c'est un facteur également qui favorise l'effet de serre. On en parle assez peu. Donc voilà, je prenais ici l'occasion pour ouvrir cette petite parenthèse. Alors, les acteurs du secteur de l'eau, ils sont témoins de ce dérèglement du cycle de l'eau, déjà par le problème du rechargement des nappes souterraines qui ne se fait plus à 100% depuis quelques années. Et ces acteurs du cycle de l'eau, parfois, malheureusement, ils accentuent cette problématique, mais parfois, ils peuvent circonscrire par certaines actions qui sont mises en place. Et puis, je citerai un exemple un peu après. Donc, les responsables du dérèglement du cycle de l'eau, on peut en citer quelques exemples. C'est les modes agricoles, la déforestation qui ne permet plus au sol d'absorber l'eau. On raccourcit le trajet des eaux de surface vers la mer, alors que le lit des rivières joue un rôle crucial pour la filtration. Et évidemment, dans les villes, on voit une imperméabilisation qui ne fait qu'augmenter. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà, je vais vous présenter les différents acteurs du secteur de l'eau et je vais les séparer en deux catégories. Il y a la première catégorie, c'est avant le robinet, et la deuxième catégorie, c'est après le robinet. Donc voilà, avant le robinet, on appelle ça la production et distribution d'eau potable. En Wallonie, elle rassemble une cinquantaine d'acteurs qui exploitent plus de 1000 prises d'eau et 1600 châteaux d'eau et réservoirs pour ensuite, après, être conduites au travers 41 000 kilomètres de réseau d'adduction, de distribution pour 160 millions de mètres cubes distribués. Alors, les étapes de ce processus, c'est le captage. Alors, l'eau peut venir des nappes souterraines ou même des eaux de surface. Ensuite, il y a le traitement. L'eau brute subit des traitements pour la rendre potable, comme la sédimentation, la filtration, la désinfection. Une troisième étape, c'est le stockage. Donc, une fois que l'eau est traitée, l'eau est stockée dans des réservoirs, des châteaux d'eau, et puis avant de répondre aux besoins et d'être acheminée dans les robinets. Et puis, la quatrième étape, c'est le réseau de distribution. C'est un secteur qui consomme 100 gigawattheures par an. Donc, on peut faire le lien avec les chiffres donnés avant par Jean-Benoît Verbeek. Je pense que c'était 36 000 térawattheures pour les sociétés accords de branche. Ici, on est à 0,1 térawattheure, donc 100 gigawattheures si je fais correctement la conversion. Et une empreinte carbone qui est de 80 000 tonnes d'équivalent de CO2. Donc maintenant, je vous présente les acteurs qui se situent après le robinet, ce qu'on appelle l'assainissement des eaux usées. Ce sont 7 intercommunales, 20 000 kilomètres de tuyaux d'égouts, de collecte d'eau, 1200 stations de pompage, 448 stations d'épuration pour 330 millions d'eau assainies qui sont rendues aux milieux récepteurs. Alors, en deux mots, le mécanisme, c'est qu'on collecte les eaux usées qui viennent des citoyens, des industries, mais aussi l'eau de ruissellement dans le réseau, on en parlait. C'est pour ça qu'on assainit plus d'eau qu'on en distribue. On achemine ces eaux vers une station d'épuration avec plusieurs stations de pompage en série. Et à la station d'épuration, on assainit l'eau pour la rendre compatible avec son milieu récepteur avant de la rejeter dans ce
dans ce milieu. Alors, les technologies d'assainissement habituellement utilisées sont biologiques. On entretient des micro-organismes qui dégradent les polluants en carbone, en azote, en phosphore. Et pour entretenir ces micro-organismes, il faut notamment entretenir leur respiration en injectant de l'air dans les bassins biologiques par des surpresseurs. Donc, c'est un secteur qui consomme 190 gigawattheures par an et qui a une empreinte carbone de 118 000 tonnes d'équivalent CO2. Ici, c'est une empreinte carbone qu'on prend sur les scopes 1, 2, 3 du bilan carbone. Voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Donc, les principaux acteurs du secteur de l'eau, avant et après le robinet, travaillent en cohérence en vue de garantir l'accès de tous à l'eau et assurer une gestion durable de la ressource en eau. Bon, le secteur de l'eau est évidemment conscient des défis liés au changement climatique, à la préservation des ressources naturelles, pas seulement en eau, mais également en énergie, et on aimerait garantir un avenir durable pour les générations futures. Alors, je vais vous présenter quelques exemples de réduction de gaz à effet de serre sur le secteur. Alors, avant ça, de vous présenter quelques exemples, je vous présente l'étude carbone qui a eu lieu sur l'assainissement des eaux usées. Donc, après le robinet, je vais vous parler de cette partie-là en particulier, pas parce que avant le robinet, on ne le fait pas, donc on le fait avant et après le robinet, mais c'est parce que moi, je travaille principalement sur l'assainissement, et donc voilà, j'en profite pour parler de ces chiffres-là. Donc, on réalise un bilan carbone suivant la méthodologie ADEME hein, sur les lignes directrices du GIEC, où on inclut 3 périmètres. Ce sont les émissions qui proviennent des combustibles fossiles qui sont utilisés sur place, les émissions qui proviennent aussi de la production d'énergie externe, mais aussi un 3e périmètre, et ça c'est important, ce sont les émissions qui proviennent de l'activité en amont et en aval, ce qu'on appelle les immobilisations, c'est-à-dire la construction de nos ouvrages, les intrants, c'est-à-dire les réactifs qu'on utilise dans les bassins d'assainissement, donc toute la chaîne d'approvisionnement en général. Donc, quand on fait ce travail de collecte de données, on prend ces flux physiques et on les transforme en émissions par l'intermédiaire de facteurs d'émission, et on arrive à un chiffre. Bon, ce chiffre, il est assez, je veux dire, subjectif. C'est 118 000 tonnes par année d'équivalent CO2. Alors, les principaux postes émetteurs, ce sont les énergies, évidemment, 38%. Ensuite, ce sont les immobilisations, c'est-à-dire la construction des ouvrages, des infrastructures, 29%. Les intrants, 10%, et puis les déchets, 10%. Maintenant, quand on répartit ces 118 000 tonnes à l'échelle de la population desservie par le service d'assainissement, on arrive, on divise ces 118 000 tonnes par plus ou moins 3 millions d'habitants, et on arrive à un chiffre qui est de 51 kg d'équivalent CO2 par an et par personne. Quand on prend l'empreinte moyenne du citoyen wallon sur le site internet wallon, on voit qu'on a une empreinte carbone par personne qui est de 10,2 tonnes d'équivalent CO2. Et ici, on aurait 0,5% du bilan carbone d'une personne. Ce qui est assez peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas évidemment mettre en place tous les efforts possibles pour diminuer cette empreinte carbone. Voilà, dans ces 10,2 tonnes d'équivalent CO2, on retrouve 5 grands postes, hein, les transports, l'alimentation, le logement, l'achat de biens et de services. Et puis le 5e, là où on se trouve, ce sont les services publics, c'est-à-dire l'armée, les routes, les hôpitaux et l'assainissement des eaux usées.
Alors, en fait, une étude carbone, c'est un petit peu comme un audit d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on va faire une première étape de quantification, et puis on fait une deuxième étape qui est un brainstorming qui permet d'identifier les domaines où des améliorations sont possibles. Alors ici, je vais lister 5 leviers d'importance classés par justement ordre d'importance qui nous permet des réductions de la plus forte à la plus faible. Vous les voyez là, dévier les eaux claires parasites, augmenter la performance énergétique des équipements, une gestion de nos déchets avec où on préfère les fins de vie moins émettrices, installer davantage de renouvelables, panneaux photovoltaïques, éoliennes, et puis lors de travaux de rénovation ou de construction, préférer des systèmes d'assainissement extensifs et des matériaux de construction moins émetteurs. Donc là, on agit principalement sur l'aspect immobilisé. Alors, comme on a peu de temps, je vais développer les 2 premiers, ou voire le premier, si vous pensez que c'est un peu long, on peut se cantonner uniquement à la première initiative. Dévier les eaux claires parasites. Qu'est-ce que c'est dévier les eaux claires parasites? En fait, les eaux claires parasites dans le système d'assainissement, ce sont les eaux qui s'infiltrent, des eaux claires, pluviales ou non, qui s'infiltrent vers les égouts. Alors, ça peut être un ruisseau qui aboutit dans un égout, ou ça peut être un tuyau d'égout qui n'est plus imperméable et qui se retrouve sous le niveau d'une nappe phréatique. Ça peut être des connexions de drains utilisées pour l'assèchement de zones humides, ou ça peut être simplement les gouttières des toitures des citoyens qui sont reliées au réseau d'égouts. Et ces eaux claires parasites sont problématiques. Elles n'ont pas leur place dans le réseau d'assainissement, d'où le terme parasite. Alors, il y a 3 conséquences directes à ces eaux claires parasites. C'est que la première, elles entraînent une consommation énergétique inutile, c'est-à-dire qu'on pompe des eaux claires qui ne doivent pas être épurées vers une station d'épuration. La deuxième, c'est qu'on crée des problèmes opérationnels dans le réseau, comme des surcharges hydrauliques. Donc, on a des débordements d'égouts à cause de ces eaux. Et la troisième, c'est qu'elle crée des problèmes opérationnels dans les stations d'épuration, car la dilution des eaux usées réduit les processus de traitement. On a des consommations additionnelles de réactifs chimiques, par exemple, ou d'aération des bassins. Donc, il y a une quatrième conséquence délétère, c'est celle du dérèglement du cycle de l'eau, parce que ces eaux claires parasites, quand elles passent dans nos réseaux d'assainissement, on les conduit très rapidement vers la rivière par le réseau d'égouts, alors qu'on devrait laisser le processus d'infiltration naturelle effectuer son travail sur le lieu d'origine. Donc, on dérègle le cycle de l'eau, on en parlait tout à l'heure, et donc on favorise le dérèglement climatique. Donc, j'en parle parce que c'est important d'avoir une approche holistique par rapport à tout cela. On voit le décret neutralité carbone qui va plus loin que cet aspect énergétique, qui englobe l'aspect émission et pourquoi pas après englober d'autres facteurs qui justement permettent d'aller plus loin dans notre combat pour le dérèglement climatique. Voilà, je vois le temps qui file. Je ne vais pas parler de la deuxième partie qui est une action d'augmenter la performance énergétique des équipements. Vous pouvez poser les questions par après, mais je vais tout de suite aller aux 2 derniers slides qui expliquent justement l'opportunité pour le secteur de l'eau de créer une communauté carbone. Alors, on a pris connaissance du projet de décret sur la neutralité carbone avec intérêt, en particulier l'article 28 que Valérie a décrit sur les communautés et les conventions carbone. Évidemment, on salue les ambitions larges
et les objectifs plus diversifiés en matière de dérèglement climatique et de résilience par rapport à l'approvisionnement en énergie. Et on salue évidemment l'ouverture des critères de participation des accords volontaires à de nouveaux acteurs, comme nous, par exemple. Donc, on a rappelé, Valérie, Grégory, Jean-Benoît ont rappelé les ambitions politiques et le futur cadre juridique au cours du webinaire. Les principaux acteurs du secteur de l'eau travaillent en collaboration selon un décloisonnement des entités depuis de plusieurs années déjà. Et des partenariats techniques et technologiques favorisent le passage à l'action sur différents domaines et en particulier sur l'énergie. La création d'une communauté carbone renforcera une gouvernance sectorielle et débloquera certains processus de décision en matière d'investissement vers les fameux 3 piliers qui ont été cités un peu plus tôt par Valérie, l'efficacité énergétique, la transition énergétique et la diminution de l'empreinte carbone. Finalement, la diminution de la dépendance aux combustibles fossiles des services publics essentiels, comme le secteur de l'eau, conduira la Wallonie vers une autonomie et une résilience. Je vous remercie pour votre attention et je me ferai un plaisir de répondre aux questions s'il y en a. Merci beaucoup, Gilles, pour la présentation. Je prends directement la question qui est dans le chat, notamment le focus sur la valorisation énergétique que vous pouvez avoir en termes de biogaz, notamment sur les boues, je suppose. 120 000 tonnes par an de DCO, c'est un beau potentiel. Est-ce que vous en avez déjà produit une partie de ce potentiel? Si oui, quel est le statut? Alors, il y a en région wallonne, sur les 450 plus ou moins stations d'épuration, il y a sur 5 grandes stations d'épuration des digesteurs, notamment sur la station d'épuration de Moucron, par exemple, où là, on a eu un audit d'efficacité énergétique et on a pu voir quel était l'apport de ces biogaz par rapport aux consommations de la station d'épuration. Et on a sur cette station d'épuration de Moucron, qui est une station de grande taille, on parle en équivalent habitant quand on veut mesurer une taille de station, et là on est lors de 200 000 équivalents habitants, et on arrive à produire un tiers de l'énergie consommée sur le site, sur ces stations d'épuration. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, et ça, c'est uniquement avec les boues d'assainissement, qui sont en effet les boues qui sont des déchets issus du processus d'assainissement, qui sont les micro-organismes qu'on sort de nos bassins. Et il n'y a pas d'intrants exogènes venant d'autres secteurs d'activité. Voilà. J'espère que je réponds à la question. Je pourrais éventuellement plus approfondir, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que évidemment, on a investigué cette particularité depuis un grand nombre d'années. Ça implique des investissements, ça implique plusieurs, je veux dire, la compréhension de nos buts d'épuration. Ce sont ces 5 unités ont fait je veux dire, on servit d'unité pilote pour pouvoir voir, après leur exploitation sur plusieurs années, vraiment le potentiel et prendre les décisions en conséquence et voir comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer les choses. Par exemple, accepter des intrants organiques venant d'autres secteurs industriels, les avantages et les inconvénients. Voilà. Merci. Ça avait été aussi précisé à notre Assemblée générale qu'il y avait des grands projets en valorisation énergétique des boues en préparation. Et donc, c'est clair que c'est un gros sujet avec un beau potentiel, avec des investissements assez conséquents à prévoir dans les prochaines années sur ce sujet-là.
c'est aussi des sujets sur lesquels le cluster soutient la SPGE et donc les acteurs aussi seront contactés là-dessus. Merci. Et il y avait une autre question que j'ai reçue. Quel est l'impact en fait donc la communauté carbone qui vous permet d'avoir plus finalement d'énergie renouvelable et d'augmenter votre effort sur l'efficacité énergétique, mais finalement quel impact ça peut avoir sur le prix de l'eau in fine Donc, évidemment, on a l'objectif de maintenir le prix de l'eau bien le plus abordable possible. Et donc, tout investissement dans des énergies renouvelables bien doit être évidemment considéré. Et donc, ces investissements, on peut aller chercher des fonds dans différentes enveloppes européennes, wallonnes, etc. Et donc, il y a vraiment une volonté de garder le prix de l'eau bas, mais ça vient évidemment un peu en contradiction avec tous les moyens qu'on pourrait se donner pour le renouvelable et pour l'efficacité énergétique. Donc, il faut jongler entre ces aspects. On veut être le plus ambitieux possible pour pouvoir préserver la ressource, pour pouvoir être résilient. Et puis, d'un autre côté, eh bien, maintenir un prix de l'eau qui est le plus abordable possible, et ce n'est pas facile. Oui, tout à fait, merci. Merci beaucoup pour l'intervention et je laisse Renaud clôturer. Merci Cédric et merci Gilles, merci à tous. Je pense que c'est intéressant. Donc, s'il y a d'autres questions qui surgissent, n'hésitez pas à les adresser même par email. Donc, nous enverrons un feedback avec la vidéo du jour et les présentations et les contacts des orateurs et peut-être d'autres textes et d'autres documents aussi qui viendraient peut-être compléter ce que Valérie, Grégory, Jean-Benoît ou Gilles ont dit. Si vous avez des questions directes, n'hésitez pas à les poser, à leur poser via ce canal-là ou nous les adresser et on pourra aussi évidemment vous répondre plus spécifiquement. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous. Je pense qu'on se revoit pour les intéressés à la dernière session de Back to the Future of Energy qui se tiendra le 20 juin, donc même heure, mardi 20 juin, même heure, 11h, donc 11h midi et demi sur ce canal. Et voilà, et d'ici là, que tout se passe bien pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.